Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle émission du Monde en face. On a longtemps dit que notre pays avait le meilleur système de santé au monde, mais chacun reconnaît qu'il est actuellement à bout de souffle. Personnel en burn-out, centres hospitaliers en grève, urgences saturées, l'hôpital public est en crise. Il y a une semaine, le gouvernement présentait son plan santé 2018 pour les 50 années à venir, en faisant le constat que l'hôpital risque l'implosion. Alors ce soir, pour mieux en saisir tous les enjeux, nous vous proposons un documentaire passionnant, un film en totale immersion dans les coulisses d'un hôpital de la région parisienne. Des médecins, infirmiers, aides-soignants et dirigeants de l'hôpital se confient et nous font mieux comprendre pourquoi et comment ils se retrouvent aujourd'hui en souffrance, non loin du point de rupture, avec le risque de mettre la santé des patients en danger. Comment voient-ils leur avenir et celui de l'hôpital public? Voici L'hôpital à fleur de peau. C'est un documentaire réalisé par Cyril Danvers avec Pierre Ducarte. Je vous retrouve juste après avec mes invités pour débattre du malaise de ceux qui nous soignent et des solutions pour y remédier. À tout à l'heure. Je suis inquiet. On est inquiet. Parce qu'on discute entre nous avec les... On est inquiet sur l'avenir de l'hôpital public. Voire très inquiet. Je ne sais pas si ça veut encore dire quelque chose, l'hôpital public. On perd en qualité, on perd... Nos maîtres mots, c'est faire du rendement, faire de l'argent, faire du passage. L'hôpital est censé être lié à l'humain et il n'y a plus d'humain. Il n'y a plus d'humain. On gère l'hôpital comme une entreprise. C'est pas une usine. C'est pas une entreprise de production. C'est un endroit de soins. Un soignant n'est pas un gestionnaire. C'est pas dans son ADN. C'est un mot d'Hippocrate, ouais. J'ai honte de mon métier. J'ai honte. J'ai honte parfois de regarder les patients. L'hôpital public, il est en train de nous assassiner, quoi. On est tous flippés. Vous, nous, tout le monde est... C'est hallucinant, cette situation. On se dit, on va où, là? On va où? Ces visages, ces gestes font partie de nos vies. Ils sont ceux de notre santé publique. Ceux de soignants arrivés au point de rupture dans un hôpital en France en faillite financière. À Gonesse, dans le Val d'Oise, les hospitaliers poussent un cri d'alarme contre la rigueur économique qui n'en finit plus de dégrader leur métier. Contre les dérives d'un système où la sécurité médicale serait compromise. Alors, la E. A3C. Ah bah, ça c'est l'hôpital du jour de médecine. C'est la gériatrie, c'est plus loin. Nicolas Jarjous, chirurgien et chef de service, est à la recherche de l'un de ses patients, opéré la veille. Voilà, là. Ah, on revient en arrière. Bonjour monsieur. Bonjour. Ah non, non, c'est pas... Non, c'est pas lui. C'est pas lui. Bah non, c'est pas lui. Il a pas de son de lui. Venez avec moi, c'est là. En tout cas, ça va être lent, hein? Les pertes n'ont pas été dosées. Bah oui, non mais ça... J'ai juste mis un litre sur le passe-cache. Bah il faudra quand même, parce que c'est malade, tu vois, il va falloir lui surveiller l'entrée, sortie, les calculs de diurèse. 3000, on récupère 2000. Alors il y a 1000... il est où? Il est rentré 2000, 3000 et il est sorti. Non, mais je sais bien. C'est inexploitable. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé depuis hier. Parce qu'il est en gastro-entérologie. Et pas en urologie. Les infirmières en bas, chez nous, ils ont l'habitude. Et surtout chez un malade comme ça qui a une grave insuffisance rénale. Donc, on va reprendre un peu tout ça. Il faudra qu'on essaye de le prendre chez nous, ces malades, parce que c'est compliqué de les faire gérer par quelqu'un qui n'a pas l'habitude. Merci. Voilà, monsieur. À plus tard. Et puis, on va essayer de voir s'ils peuvent les descendre en bas.
chez nous. Parce que ça va être compliqué. Compliqué. Le docteur Jarjous est inquiet pour le suivi de son malade, mais dans son service en chirurgie, il ne peut plus le prendre en charge. 15 lits viennent d'être fermés. Une mesure économique prise par la direction pour diminuer les coûts de fonctionnement de l'unité. Alors, je sais pas si vous avez en fait, là, j'ai le salon sorti. Et ça caille, hein. Ouais. Désormais, les malades n'ont plus forcément droit à une chambre. Ils peuvent être admis en chirurgie le jour même de leur opération. Bon, bah allez-y. Ah, le problème, c'est que vous n'avez même pas un bouquin ni votre téléphone pour l'instant. Vous allez vous ennuyer jusqu'à temps de partir. Ah, oui. Elle part à 12h30, hein, donc... Il est quelle heure 10h15. Ah, sinon, je vais rechercher mon téléphone. Hein. C'est problématique, hein, comme il dit. Hein. Mettre le malade sur un fauteuil, le temps qu'elle... Bah oui, malheureusement, c'est tombé sur vous. C'est pas grave. Parce qu'on a actuellement, malheureusement, une... Pour une fois que ça tombe sur moi. Eh oui, on a quand même une grande influence. Et comme ils ont fermé des lits, c'est administratif. Ça devient très compliqué de travailler dans les conditions qu'on nous impose actuellement. Énormément de difficultés. Nicolas Jarjous exerce depuis 28 ans à Gonesse. Il doit toute sa carrière à l'hôpital public français. Originaire de Syrie, il a rejoint la France en 1983 pour se spécialiser en chirurgie viscérale. Aujourd'hui, à 60 ans, il est en plein doute. Incision. J'ai fait ce métier, j'ai cette vocation pour essayer de bien soigner le malade. Je suis là pour soigner le malade. On rentre dans un cercle vicieux. Quand on ferme 15 lits, on a supprimé au prorata des infirmières et des aides-soignantes. Donc on a fait une économie de personnel. Six postes ont été supprimés dans le service de chirurgie. Les nouveaux effectifs ont été rationalisés. Ils ont été calculés pour accueillir 45 patients maximum. Mais ce matin, ils sont 48. Pour les aides-soignantes chargées de la toilette des patients, une course aux soins commence. On va la sonnette. Ok, Valérie? Ça va? Oui. C'est bientôt terminé. Valérie est aide-soignante depuis 8 ans à l'hôpital de Gonesse. Comme toutes ses collègues, elle travaille sur une amplitude horaire de 12 heures, en essayant de tenir les cadences. Ouais, à 7 heures, c'est la machine qu'il faut qu'il se mette en marche. On enchaîne. C'est un rythme quand même assez soutenu, il faut être bien réveillé. Bon, c'est le patient avant tout et on va essayer de le prendre en charge le mieux possible. Je souffre énormément. J'ai vu hier quand ils m'ont amené. Hein? Vous avez vu dans quelles conditions ils m'ont amené? Quand je suis arrivé là, je hurlais. Ils m'ont laissé là parce qu'ils n'ont pas pu me rapprocher du lit. Bon, mais là on va vous masser le dos, changer puis, il faut qu'on retire ça, monsieur. Monsieur, oui. Il faut qu'on retire ce drap. Oui, mais vous le retirez quand je ne peux pas bouger. Ça va? Difficile d'accélérer les soins, les patients en chirurgie ont des pathologies lourdes. Ils sont aussi de plus en plus âgés. On remarque, c'est bien de rigoler. Ah bah oui. Hein? On essaye de bien faire, mais vite et donc forcément, on est maltraitant en ne répondant pas tout de suite à la sonnette, on est maltraitant en n'allant pas mettre un bassin tout de suite parce qu'on est occupé. Mais ça, c'est pas, enfin, on le fait involontairement parce que on n'a que 2 jambes et on n'a que 2 bras pour être auprès d'un patient à la fois.
Bonjour madame. On m'a mise dans mon fauteuil à 3h de l'après-midi. Oui. Et à 8h20, j'étais toujours dans mon fauteuil. Oui. On m'avait semblement oublié et ils n'avaient pas eu le temps de me remettre dans mon lit. D'accord. J'étais furieuse. Personne n'est venu me coucher. Je veux bien croire qu'elles sont débordées, mais nous, on dépend du personnel. Hein. Tout à fait. Oh, j'étais pas contente. Hein. Virginie est cadre de santé, elle gère l'organisation du service. Bonjour Benguy. Ça va? T'es de coupe? Oui, c'est ça. Ok. Ce matin, en plus de la suractivité, elle doit faire face à un absentéisme important. Oui, bonjour Madame Frassa, c'est Virginie. Bonjour, je me permets juste de vous appeler parce que j'ai des gros soucis. Alors hier on avait déjà un arrêt, il y a Claude qui est en arrêt toute la semaine. Donc on a réussi à peu près à bidouiller. On a 2 personnes qui sont en vacances, c'est leurs vacances en vacances. Le problème qui est, c'est que là j'ai Marie-Claire, son mari est hospitalisé. Donc elle n'est pas venue ce matin, elle faisait 7-19. Et j'ai Mouloud qui vient d'être soignante, Marie-Claire, aide-soignante. Et j'ai Mouloud qui arrive, mais qui devait faire 8h, 15h45, et qui vient d'avoir un accident de voiture. Ça va Valérie? Merci d'être venue. Merci beaucoup. Alors du coup, Laetitia, normalement, elle a eu grâce parce qu'on lui fait sauter son dernier jour de formation. Je peux pas faire autrement. Ouais. Bon, on va y arriver. Les filles, on va y arriver. Allez, dites-moi juste. Virginie n'a pas de marge de manœuvre, elle n'a plus de possibilité de remplacement. Elle doit se débrouiller avec ses soignants les plus dévoués, comme Valérie, qui a accepté de revenir travailler sur son jour de repos. Ils sont tellement calibrés au plus serré qu'il faut que tout le monde soit là tout le temps et jamais malade. Ça, c'est pas la vie, c'est pas possible. Après, si on a beaucoup d'absentéisme dans l'établissement, c'est quand même révélateur de certaines choses. Il y a de l'absentéisme parce que j'ai la grippe et que je peux pas venir parce que vraiment je suis clouée au fond de mon lit. Bien sûr, il y aura toujours cet absentéisme-là. Il y a de l'absentéisme parce que congé mater, ça fait partie de la vie. Il y a aussi de l'absentéisme parce que les gens sont crevés. Oui, je suis là. Valérie, Grâce arrive. Bonjour. Ça va? Je vais venir pour faire la toilette. Donc, je vais vous mettre une bassine. Vous allez commencer par vous laver le haut. Je vais aller voir quelqu'un. Et quand vous avez fini de laver le haut, vous m'appelez pour que je puisse finir le bas et changer le lit. D'accord? Vous n'êtes pas bien, là. Grâce est revenue travailler sur son temps de formation. Aide-soignante à Gonesse depuis 10 ans, elle a découvert sa vocation entre une mère infirmière et un père médecin. Malgré les contraintes, elle cherche toujours à garder de l'humanité pour ses malades. Quand tu rentres, tu fais le lit, hop. Le suivant. Vous avez fait la toilette? Donc il faut au moins un peu se laver. D'accord? Ok, un petit peu vite. C'est comme du travail à la chaîne, alors que certains patients ont besoin de communiquer avec nous. Et ça peut leur mettre tout de suite en forme. Il y en a, vous arrivez le matin, ils ne sont pas en forme. Vous discutez un peu avec eux et c'est reparti. Ça va? Allez, venez. On va dans la salle de bain? On me demande de faire une toilette, qu'une toilette. Non, je dois pas faire qu'une toilette. Je dois communiquer avec la personne et c'est en communiquant avec cette personne qu'on peut avoir d'autres renseignements. Alors, vous avez mal à la tête. Je vais le dire à l'infirmière. Allez. Donc, à côté, je vais y aller, là, monsieur. À côté, c'est... Là, lui, je l'ai mis au bassin aussi. Il faut lui faire des jambes. 87 et 92. Non, pas 12. Attends, mais je suis... 94. 94. Ben, je vais au 94.
En fait, quand on prend un temps avec une personne, il y a d'autres patients qui n'auront pas ce temps-là, le temps qu'on aurait dû leur donner. Voilà. C'est un peu froid, hein? Oui, quand même. D'accord. Je me réconforte en disant qu'il va y avoir quand même une personne, voire 2-3 personnes dans la journée. Je vais prendre le temps de le faire. Vous avez un peigne? Vous voulez que je vous aide? Je vous peigne? Non, mais il n'y en a pas. Ok. C'est bon comme ça? Il n'y en a pas. Coiffeur, il y en a pas. De coiffeur? Non, il n'y en a pas. L'idée, les petits-enfants, et là... On fait partie de la famille, certaines fois, des patients. Je ne peux pas me dire, il faut que je me dépêche, je prends le temps nécessaire, tant pis, je finis plus tard, mais je ne peux pas me dire, non, il faut que tu te dépêches, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas t'occuper pleinement de ce patient parce que tu as encore ça. Non, parce qu'un jour, je serai dans ce lit, moi, et je ferai quoi? Est-ce que je voudrais qu'on me fasse ça? Non, c'est un être. Un être humain, c'est pas une boîte de conserve ou une paire de chaussures. Voilà. Demain, vous faites pas. Demain, je serai pas là. Ah bon. Moi non plus. Ah bon? Enfin, ce sera je d'autres. travaillerai, mais je serai d'autre côté. Est-ce que vous êtes à votre aise comme ça? La tête, elle est assez haute? Encore un peu. Encore un peu? On a oublié ça. Ah oui. Prendre moins soin du patient, ou je peux pas, je sais pas faire et je veux pas faire. Je veux pas faire. Le jour où on me le demandera, je changerai, je partirai. Parce que ça sera pas moi. Tu sers là ou pas? Oui, je vais servir, mais attends, il faut un renseignement pour Peggy. Je vais me laver les mains, j'arrive. Ouais. Attends, 84... 84, elle mange. C'est un bloc pour vendre. Ce jour-là, les déjeuners ne pourront pas être servis avant 14 h. En dépit des efforts des aides-soignantes qui ne se sont pas arrêtées depuis 7h30 du matin. C'est du poulet, ça va aller? Oui, il n'y a pas de... Enfin, le repas. De son côté, la jeune femme privée de lit attend dans son fauteuil depuis 4 heures sans avoir vu personne. Il y a rarement un dépassement de la capacité en chirurgie. Finalement, on avait dans ces lits conventionnels de chirurgie une occupation qui était en dessous des lits ouverts. C'est vrai que comme on est aussi dans une logique de faire en sorte que chaque euro soit dépensé le moins bêtement possible, encore une fois, moi je gère quand même de l'argent public. Bon. C'est quand même important de l'avoir présent à l'esprit. Catherine Vauconsant est la directrice de l'hôpital de Gonesse depuis 2015. Selon ses informations, le service de chirurgie serait déficitaire au-delà de 45 lits ouverts. Avant Gonesse, elle a dirigé plusieurs établissements publics de santé en Île-de-France. Elle a aussi officié une année au département financier du ministère de la Santé. En plein week-end, à l'occasion du cross organisé par les soignants de l'hôpital, la directrice est venue faire un peu de relationnel. Bravo! C'est bien. Bravo! Ah, alors là, c'était déjà mon docteur préféré. Et vous? Moi, je vous prends en photo. Ah bah c'est bien, d'accord, ok. La chose qui est bien, l'élément qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de chronomètre, c'est des sportifs du dimanche comme nous. Moi, j'ai avec les enfants, ça reste hyper convivial. Ah bah, il y a 14 services représentés, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc nous avons réinstauré, comme par le passé, une coupe interservice au plus grand nombre de participants, donc par unité de soins. Et donc cette année, les grands gagnants sont... Donc c'est l'IFSI. C'est pour ça que les gens veulent pas qu'on ferme des lits. C'est pour... Parce qu'après, ils perdent la coupe. Voilà. Quand on va parler de la chirurgie, qu'on va dire on ferme des lits, Après la chirurgie, mais après, ça apaise. Voilà. Ils n'ont pas la coupe parce Voilà. qu'ils sont plus assez Ça peut loin. apaiser la Et c'est la gériatrie qui va tout gagner à la fin.
Catherine Vauconsant a sur les épaules 2500 salariés à gérer et un centre hospitalier départemental dans une situation financière délicate. Un édifice aux infrastructures de pointe et aux allures de bâtiments d'architectes. 320 millions d'euros d'investissement qui, aujourd'hui, plongent les comptes de l'hôpital dans le rouge. Pendant 5 ans, la direction doit affronter un déficit annuel de 9 millions d'euros. Et faire face aux inquiétudes de ces médecins, exaspérés par la rigueur budgétaire et les réorganisations de services. Nos infirmières, le personnel, ils sont vraiment dépassés par tous les événements. Et ils n'y arrivent plus. Et elles sont à bout. Vous m'avez dit que vous allez les voir, mais bon, venez les voir pour qu'elles vous racontent. C'est pas une machine qu'on rentre et sort. Il y a quand même une préparation d'un malade, préparation d'un lit, préparation des choses. On n'est pas dans une usine qui fabrique des boîtes. Il y avait des difficultés qu'on avait prévues, anticipées pour qu'on puisse y travailler. Il y avait des difficultés qu'on découvre en faisant cette organisation. On est d'accord avec vous qu'il y a des ajustements à faire. On ne dit pas que tout va bien. Bon. On dit simplement, est-ce que la réponse, elle est dans on retourne en arrière? Je ne crois pas. Depuis le 1er septembre, on ne doit pas être trop mal en termes d'un volume global de lits disponibles. Des dépassements au-delà de 45 lits qui sont disponibles pour la chirurgie, c'est 3-4 jours. Bon. Donc, la maille de volume de lits disponibles pour la chirurgie, elle a l'air d'être pas trop à côté de la plaque. Donc, sur le nombre de lits mis à disposition de la chirurgie, le fait de ne pas en rouvrir 15 correspondait de façon arithmétique. Ah ça, l'arithmétique, c'est très simple. Mais c'est bien pour ça que je fais la différence. C'est simple à dire. Les chiffres, c'est pourquoi j'ai dit les chiffres, on peut en parler des chiffres, mais moi je parle de la réalité des malades. Je ne veux pas des chiffres. Je vais y venir. Nous vous faisons remonter, oui, en toute transparence, des difficultés majeures. Cela se traduit par une souffrance au travail. Nous avons 2 infirmières qui ont quitté le service ces dernières semaines. Et donc là, aujourd'hui, puisque c'est très compliqué, il y a plein de problèmes qui en découlent et on dit, bon voilà, on va analyser problème après problème, alors que finalement, tous ces problèmes découlent d'une décision. Et donc en réalité, la solution... Donc ça fonctionnait de façon satisfaisante. Peut-être pas 60 lits, mais 45, c'est trop juste. C'est évidemment trop juste. Qu'est-ce qui vous permet d'affirmer ça ? En termes d'occupation... Tout le thème de la discussion d'aujourd'hui. Non, pour vous, c'est pas trop juste. On a bien conscience de cette difficulté et on n'a pas balancé la décision et l'organisation sans revenir derrière et à chaque fois essayer d'ajuster avec vous, d'entendre ce qui ne fonctionne pas et de faire un pas suivant pour que ça aille mieux. Après, la question de revenir en arrière, ce ne sera pas le cas. Je ne pense pas qu'il faille forcément parler de revenir en arrière. Il faut juste être intelligent. On est d'accord. Ça peut prendre un peu de temps. Mais je sais bien, mais il faudra pas, on n'en a pas trop de temps. Donc on est juste on est pris à la gorge par les malades, par la sécurité des malades. Donc tous les jours, les malades qu'on accueille aux urgences, on est obligé de l'assurer dans toute sécurité. Docteur Jarjous, on partage la responsabilité, même si on n'est pas sur les mêmes positions. On s'épuise. C'est pour cela, il faut que ça se stabilise. Et là, ces changements, la réduction du lit, on réduit, l'organisation des infirmières, ces changements, oui, c'est vrai. Au bout d'un certain moment... Ça fait 4 ans quand même qu'on vit ces choses. La première à savoir qu'on vous demande beaucoup en termes de changement. La chirurgie vit un temps très difficile depuis 4 ans. La gestion de l'entreprise, elle est obligatoire, comme toute entreprise. Mais il ne doit pas primer sur la qualité de soins. C'est juste ça. Il y a un équilibre à avoir et je pense que pour l'instant, il y a l'entreprise qui l'emporte sur l'hôpital. On a l'impression qu'il y a une sorte de rouleau compresseur économique qui va certainement nous rattraper, va certainement nous écraser si on ne fait rien. Que ça les agace si trop de leur temps est passé à s'occuper d'affaires de gestion, c'est une chose. Que ça les mette en colère quand ça pourrait venir, je dirais, contrarier des choix de prise en charge médicale, je peux l'entendre. Après, oui, bien sûr qu'il y a une responsabilité collective de chacun des professionnels. Mais c'est l'activité des médecins qui est le cœur du réacteur et donc de la rémunération de l'établissement.
Là, je vais piquer à 3. 1, 2, 3, je pique. Voilà. Les hôpitaux publics ne fonctionnent plus avec un budget annuel alloué par le ministère de la Santé. Ils doivent aujourd'hui gagner leur propre financement. Et comme dans le privé, les soignants sont mis à contribution. Plus ils font d'actes médicaux, plus les recettes de leur hôpital augmentent. Chaque prise en charge d'un malade générant un paiement de l'assurance maladie. Ce système appelé la T2A, la tarification à l'activité, tourne à plein régime depuis 2009, depuis la loi Bachelot. Mais cette loi censée lutter contre le déficit chronique de l'hôpital public est un échec. En 2017, son endettement a doublé pour atteindre 1,5 milliard d'euros, un record. Pourtant, les médecins se sont pliés au système. Sur leur ordinateur, entre urgences médicales et consultations, ils informent la direction de tous les actes médicaux accomplis, des pathologies traitées, mais surtout de leur valeur pécuniaire, ce qu'on appelle le codage. Chaque étiquette, c'est un malade opéré. Donc c'est un cancer de rein, un malade qui a un cancer de rein, que je vais le coder. Donc on va coder la pathologie annexe, c'est un malade qui a un diabète. On va renseigner l'acte opératoire. Il y a des actes beaucoup plus intéressants que d'autres. Quand on opère un malade, qu'on lui fait une nephrectomie, on enlève un rein pour un cancer, c'est pas la même chose que l'opérer pour une vésicule tout ça, ou une petite hernie. Une nephrectomie pour cancer, c'est quand même beaucoup plus payant qu'une hernie. Donc c'est intéressant. Le cancer, c'est une pathologie qui est très intéressante. Vous voulez dire intéressante? De point de vue financier, parce qu'il est bien rémunéré. Il était sous anticoagulant. Donc tout ce qui est là, français, ils sont déjà sortis de l'hôpital. Mais on n'en a pas eu encore le temps de les coder. Il faudra qu'on s'installe pour les coder, pour qu'on soit payé. La logique dit, c'est au moment où on opère, ou juste après, on concorde immédiatement. Mais comme on a des tâches énormes, vous voyez, hop, j'ai un téléphone. C'est le réanimateur qui m'appelle. Allô? Oui, Thierry. Le paradoxe, c'est qu'un médecin n'est pas un gestionnaire. On n'est pas là dans la gestion des finances. C'est pas notre métier. On n'a pas été formé pour. On n'a aucune formation de management. On n'a aucune formation de finance. On sait, comme tout bon père de famille, etc., gérer les dépenses, entre guillemets. Donc ne pas gaspiller, ne pas faire d'examens excessifs pour rien, etc. Mais ça, on le fait. Il n'y a pas besoin, de pression supplémentaire. On le fait de nous-mêmes. Ok. Ça allait être là. Pareil, j'ai cette dame qui a des multipathologies. C'est une dame qui est là pour un cancer des vessies. Cette dame qui a un Alzheimer. Alors là, vous voyez, tout ça, il faut que j'arrive à choisir dans quelle catégorie elle est. Parce que c'est ça qui va me donner la lourdeur de la prise en charge. Si je ne fais pas attention, on le renseigne, je code tumeur de la vessie, cystectomie, c'est pas beaucoup. Ça va être rémunéré, mais c'est pas beaucoup de choses. Et on ne sait pas pour quelle raison cette dame est restée autant de temps chez nous. Et qu'est-ce qu'elle a fait comme complication? Codage, c'est comment gratter 1000 € sur un patient en fouillant bien dans le compte-rendu pour être sûr que, pour vérifier qu'on lui a pas fait un petit truc en plus qui pourrait rajouter une ligne sur les diagnostics. Le codage, c'est ça. Et le système, la perversité du système va encore plus loin parce que les codages
diminue d'année en année. C'est-à-dire aujourd'hui, pour une pneumopathie, on vous donne tant, l'année d'après, on vous donne moins. Comment vous voulez que les hôpitaux s'en sortent? C'est pour couvrir le déficit de la sécurité sociale, tout simplement. En payant moins la même pathologie, ils gagnent de l'argent. Mais c'est qui le perd, cet argent? C'est les hôpitaux. Mais le scandale, c'est qu'on nous dise « Attention, vous êtes déficitaire ». Mais non, monsieur. Nous ne sommes pas déficitaires. Nous produisons du soin. Nous soignons les gens. Donnez-nous le juste prix. Ça, c'est le bloc. Allô? Il est sur table, j'arrive. À tout de suite. Bon, ben, je crois qu'on va rester là. Allô? À l'hôpital public de Gonesse, les urgences sont, comme partout en France, en surchauffe. Un phénomène lié en partie aux déserts médicaux, au manque de médecins traitants sur tout le territoire. C'est bon pour l'identité? Merci. Faute de solution, les habitants se replient sur les urgences. Ce que les soignants appellent la bobologie encombre les urgentistes. Alors, pour endiguer le flux de visites qui peut atteindre 180 personnes par jour, la direction a chargé une infirmière de faire un premier tri, de prioriser les consultations. Monsieur, bonjour. Par ici. Des soucis de santé, monsieur? Non, Des allergies? Non. pas connu. D'accord. Vous avez glissé quand? Dimanche. Dimanche. Et vous avez mal où? Adeline a 17 ans d'expérience. Elle a choisi de faire toute sa carrière aux urgences et en réanimation, au plus près de sa vocation. J'aime les gens, en fait. C'est ça mon moteur. J'aime les accompagner dans ce moment qui est aussi un peu ingrat des urgences parce que la prise en charge est rapide. Mais j'aime être là. J'aime essayer de me battre pour qu'ils aillent mieux. Donc, allez-y, monsieur. J'ai bu alcool aussi. Vous avez bu un coup? Alcool. Avec le médicament. J'ai pas mangé, j'ai pris le médicament 2 jours. Vous avez bu ce matin? Hein? Vous avez bu ce matin? L'alcool? Oui. Ouais. Combien? Je sais pas. Vous avez bu quoi? Vous avez bu quoi, monsieur? JB. Ou Jartani, je sais pas quoi. Ouais, du whisky, quoi. Ouais. Me donnez pas toutes les marques parce qu'on va vite arriver dans mes limites, monsieur. Lambert avec, je sais pas, après j'ai pris le médicament, j'ai pas mangé avec le... Mais là, moi, ce qui me pose problème, monsieur, c'est que vous vomissez du sang. Non, Si. Non, Si. Pas... Écoute, le nez, tu vois, j'ai pris le cocaïne, tout ça. Vous avez pris de la cocaïne en plus ce matin? L'enfant Martin. Mais qu'est-ce que vous faites, les garçons, aujourd'hui? Oui, vous avez vu ça? T'es le deuxième que je vois arriver comme ça, qu'est-ce qui s'est passé? On est lundi, on n'est pas vendredi, les mecs. Il est comment ton nez d'habitude? Il est très droit. T'es un peu de travers, hein. Je sais pas si tu t'es regardé, mais t'es un peu de travers, hein. Il y a un petit peu de monde, mais bon, je vais prioriser dans la mesure où il est plus fin et droit. Je plaisante. Alors, comme on dit, au prorata, c'est souvent 80% de bobologie pour 20% d'urgence. Donc, c'est pas forcément 180 passages justifiés. Par contre, c'est 150 passages qui nous donnent de l'argent. Puisqu'on en est là, il faut faire de l'argent, du passage et du chiffre. Dites-moi tout. J'ai mal au niveau de l'appendix. Ce qui va nous rapporter de l'argent, nous du moins pour le service des urgences, c'est pas la réelle urgence type l'infarctus ou l'AVC, puisque ce patient va nous demander
du matériel, va nous demander des examens, donc va engendrer un coût. Le patient qui va nous rapporter de l'argent, ce qui est bête à dire, c'est le patient qui vient justement pour une otite, pour un rhume, pour une grippe. Parce qu'au final, c'est de l'argent brut de consultation qui rentre dans la caisse. Donc on dit effectivement ces patients embolisent des urgences, mais ces patients rapportent de l'argent à l'hôpital et à la fonction publique hospitalière.